Fracture défigurée par le miroir. À 23 ans, c'est dur, confiait Isabelle Aubray, la voix d'or de la chanson française, dont la victoire à l'Eurovision en 1962 a marqué une génération. À l'aube de sa carrière, le monde s'ouvrait à elle, une gloire naissante, un rôle au cinéma dans Les Parapluies de Cherbourg, et un avenir prometteur. Mais en une nuit, un accident de voiture a tout fracassé, laissant des cicatrices physiques et émotionnelles qui entraient sa vie. Ce drame, suivi d'un second accident 20 ans plus tard, a volé à Isabelle non seulement des opportunités, mais aussi la famille qu'elle rêvait de fonder et l'amour qu'elle espérait durable. Aujourd'hui, à l'approche de ses 90 ans, sa voix reste légendaire, mais son histoire raconte une solitude silencieuse, un combat acharné contre l'adversité et une résilience forgée dans la douleur. Que lui a-t-on réellement volé cette nuit-là? Pourquoi, malgré les applaudissements, a-t-elle fini si seule? Voici le portrait d'Isabelle Aubray, une icône dont la vie oscille entre triomphes éclatants et chagrins intimes. Une enfance dans l'austérité. Née Thérèse Coquerel le 27 juillet 1938 à Marquette-les-Lilles, dans le nord de la France, Isabelle Aubray grandit dans un milieu ouvrier marqué par la rigueur et la survie. Cinquième d'une fratrie de 9 enfants, elle vit dans une maison exiguë, sans chauffage ni accès à confort moderne. Son père, contremaître dans une filature textile, et sa mère, d'origine ukrainienne, luttent pour subvenir aux besoins de la famille. Les privations sont constantes, les plaintes interdites. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse, dira-t-elle. Dans ce foyer où l'austérité émotionnelle prévaut, Isabelle apprend à taire ses besoins affectifs et à cultiver une force intérieure. J'ai appris à ne pas pleurer, confiera-t-elle, décrivant une enfance où le silence et l'effort sont les seules réponses à la dureté du quotidien. Malgré ces conditions, des éclats de lumière percent l'obscurité. Chaque semaine, ses parents emmènent les enfants au cinéma, un rituel qui devient une évasion. À 4 ans, en découvrant Blanche-Neige de Disney, la petite Thérèse ressent un appel. Elle sera artiste. D'abord attirée par le théâtre et la danse classique, elle s'inscrit à des cours, parcourant de longues distances à pied après ses journées à l'usine. À 14 ans, elle quitte l'école pour travailler comme bobineuse à la filature Le Manac à Saint-André, où son père est employé. Le vacarme des machines et la fatigue physique rythment son quotidien, mais sa passion pour la musique et le théâtre reste intacte. Elle participe à des concours de chants locaux, excelle en gymnastique, devenant championne nationale en 1952, et joue dans des pièces de théâtre amateurs. Son professeur d'art dramatique la présente à un directeur de la radio de Lille, ouvrant la première porte vers une scène publique. Chaque pas est le fruit d'une volonté brute, forgée dans l'adversité. L'ascension vers la gloire. À 18 ans, Isabelle se produit avec un orchestre local au Havre, attirant l'attention de Bruno Cocatrix, le mythique directeur de l'Olympia. Remarquée lors d'un concours musical, elle est orientée vers les cabarets de Pigalle, un vivier d'artistes où elle peaufine son article. Jacques Canetti, découvreur de talents comme Brel et Brassens, la prend sous son aile. Grâce à lui, elle enregistre son premier 45 tours et construit un répertoire qui séduit par la clarté de sa voix et la profondeur de ses interprétations. En 1961, elle termine 3e à la sélection nationale pour l'Eurovision, un tremplin qui la prépare à l'année suivante. En 1962, à Luxembourg, Isabelle représente la France avec Un premier amour, une ballade poignante qui conquiert le public et les jurés. Sa victoire, surpassant des concurrents comme Serge Gainsbourg et Alain Barrière, marque la 3e victoire de la France à l'Eurovision et la propulse sur la scène internationale. À 24 ans, elle devient une figure incontournable de la chanson française, collaborant avec des géants comme Jean Ferrat, dont elle interprète les textes engagés avec une finesse poétique. Sa voix, souvent décrite comme cristalline et émotive, donne vie aux poèmes d'Aragon et aux chansons populaires, capturant les cœurs par sa sincérité. Le cinéma s'intéresse aussi à elle. En 1963, Jacques Demy l'a choisie pour le rôle principal de Les Parapluies de Cherbourg, une opportunité qui pourrait faire d'elle une vedette du grand écran. Mais le destin en décide autrement. Une nuit qui change tout. Le 29 avril 1963, à seulement 23 ans, Isabelle est victime d'un accident de voiture dévastateur. Le choc est d'une violence inouïe. Elle sombre dans le coma pendant 2 jours, souffrant de 18 fractures, dont des blessures au visage causées par l'explosion du rétroviseur. Fracture défigurée par le miroir. À 23 ans, c'est dur, dira-t-elle en 2016, la voix teintée de douleur. Le diagnostic est accablant. Des séquelles à long terme, notamment une infertilité qui brisera son rêve de fonder une famille. Alors qu'elle gît à l'hôpital, le rôle dans Les Parapluies de Cherbourg lui échappe, attribué à Catherine Deneuve, qui accède à la célébrité mondiale. Cet accident a été un désastre dans ma vie, confiera Isabelle. La perte n'est pas seulement professionnelle, elle est existentielle, marquant un tournant irréversible. Malgré la souffrance, Isabelle se bat pour revenir sur scène. Jacques Brel, touché par son courage, lui offre les droits à vie de sa chanson La Fanette, un geste de solidarité qui l'aide financièrement et symbolise son estime pour elle. Ce soutien,
rare et précieux, renforce sa détermination. Elle reprend les concerts, les enregistrements, et retrouve son public, prouvant que sa voix reste intacte. En 1968, elle retourne à l'Eurovision avec La Source, décrochant une 3e place qui consolide sa renommée. Tout au long des années 70, elle enchaîne les albums, rendant hommage à Aragon, Ferré, et aux traditions françaises, tout en tournant à l'étranger, de l'Union soviétique au Canada. En 1982, Isabelle Aubray, alors au zénith de sa carrière artistique, voit son monde basculer une nouvelle fois sous l'effet d'un accident dramatique qui menace de briser non seulement son corps, mais aussi l'élan d'une vie dédiée à la musique et à la scène. À cette époque, Isabelle est une figure incontournable de la chanson française, célébrée à travers le globe pour sa voix cristalline et son charisme magnétique. En 1976 et 1980, le public japonais l'avait couronnée meilleure chanteuse du monde, un honneur rare qui témoignait de son rayonnement international. Ses tournées, de Tokyo à Paris, en passant par les grandes scènes d'Europe et d'ailleurs, captivaient des foules entières, attirées par son interprétation émouvante et sa présence scénique empreinte d'une grâce naturelle. Chaque performance était une célébration de son art, un moment où elle transportait son public dans un univers de poésie et d'émotion pure. Mais en cette année fatidique de 1982, alors qu'elle se prépare pour un gala prestigieux organisé par l'Union des artistes, un événement inattendu vient bouleverser cette trajectoire ascendante. Dans un élan d'audace qui caractérise son esprit intrépide, Isabelle accepte de relever un défi aussi spectaculaire qu'imprudent, exécuter un numéro de trapèze volant, une discipline périlleuse pour laquelle elle n'a reçu aucune formation préalable. Sous la supervision du célèbre boxeur Jean-Claude Bouthier, dont l'expertise ne compense malheureusement pas l'absence d'expérience d'Isabelle dans cet art acrobatique, elle s'élance dans les airs avec une confiance qui frôle l'insouciance. Mais ce qui devait être un moment de gloire se transforme en tragédie. Une erreur de coordination ou un instant d'inattention conduit à une chute vertigineuse de plusieurs mètres. L'impact avec le sol est d'une violence inouïe. Ses 2 jambes sont fracturées, ses os brisés en de multiples endroits, et son corps, autrefois si agile sur scène, est réduit à l'immobilité. Les médecins, accourus sur les lieux, livrent un diagnostic implacable. La gravité des blessures est telle qu'il est incertain qu'elle puisse remarcher un jour. « J'ai cru que tout était fini », confiera-t-elle plus tard, la voix teintée d'une douleur encore vive à l'évocation de ce moment où son monde semblait s'effondrer. La convalescence qui suit est une épreuve d'une intensité presque inhumaine, marquée par des mois de douleurs physiques insoutenables et une angoisse psychologique écrasante. Pendant 2 longues années, Isabelle est clouée à un lit d'hôpital ou contrainte à des séances de rééducation exténuantes, où chaque mouvement est une lutte contre son propre corps. Tous ses concerts, ses engagements internationaux et ses projets artistiques sont annulés, plongeant sa carrière dans une incertitude oppressante. Le spectre d'une retraite forcée plane au-dessus d'elle, une perspective terrifiante pour une femme dont la vie entière a été définie par la musique et le contact avec son public. Les médias, fascinés par son parcours, relatent l'accident avec une attention parfois morbide, tandis que ses fans, bouleversés, envoient des lettres de soutien par milliers, espérant un miracle pour leur idole. Pourtant, au milieu de cette obscurité, Isabelle refuse de se laisser submerger par le désespoir. « À chance, c'est que j'ai toujours gardé la tête en l'air, dira-t-elle, citant un mantra personnel qui devient son phare dans la tempête, une déclaration de sa détermination à ne pas se laisser définir par cet accident. Même depuis son lit d'hôpital, Isabelle trouve des moyens de rester connectée à son article. Avec une résilience qui force l'admiration, elle enregistre des chansons dans des conditions précaires, sa voix portant les stigmates de sa douleur mais aussi une force nouvelle, forgée dans l'adversité. Entre 2 séances de rééducation, elle s'engage dans des projets collaboratifs qui témoignent de son refus de capituler face à l'épreuve. En 1983, elle participe à l'album collectif Monde chante, une initiative réunissant des artistes de divers horizons pour célébrer la musique comme langage universel. L'année suivante, en 1984, elle contribue à la chanson de la vie, un projet ambitieux aux côtés de 24 autres artistes, où elle apporte sa voix unique à une œuvre collective empreinte d'espoir et de solidarité. Ses engagements, bien que réalisés dans des circonstances difficiles, marquent les premiers pas de son retour sur la scène publique, non pas comme une victime brisée par le destin, mais comme une survivante animée par une passion indomptable. La ténacité d'Isabelle, forgée dans les épreuves de son enfance ou une période marquée par des défis personnels et familiaux qui ont façonné son caractère d'acier, devient sa plus grande force. Chaque jour de rééducation est une bataille, chaque note chantée un acte de défi contre les pronostics sombres des médecins. Elle travaille sans relâche avec des kinésithérapeutes, repoussant les limites de son corps brisé pour réapprendre à marcher, à bouger, à retrouver l'énergie qui faisait d'elle une présence si captivante sur scène. Les progrès sont lents, parfois imperceptibles, mais ils sont constants. Ses proches, ses collaborateurs et ses admirateurs sont témoins d'une transformation extraordinaire, celle d'une femme qui, face à l'adversité, choisit de se battre non seulement pour retrouver sa mobilité,
mais pour reconquérir sa place dans le monde de la musique. Lorsqu'elle remonte sur scène pour la première fois après l'accident, l'émotion est palpable. Le public, debout, l'acclame non seulement pour son talent, mais pour son courage, sa persévérance et sa capacité à transformer la douleur en un message d'espoir. Isabelle Aubray, à travers cet épisode tragique, ne se contente pas de survivre, elle renaît, plus forte, plus authentique, et plus déterminée que jamais à faire entendre sa voix. La vie personnelle d'Isabelle Aubray est aussi marquée par la douleur que sa carrière. Son amitié avec Jean Ferrat, qui s'étend sur près de 50 ans, est un pilier. Ferrat, connu pour ses mises en musique d'Aragon, admire son authenticité et ses origines modestes. Je venais d'un milieu ouvrier. Nos idées politiques n'étaient pas les mêmes. Lui était plus radical, moi pour l'harmonie, dira-t-elle à RFI en 2011. Il lui offre 2 enfants au soleil et l'invite à faire sa première partie en 1961, renforçant leur lien. Bien que leur relation reste ambiguë, Isabelle le décrit comme l'homme de ma vie. Sa mort en 2010 est un déchirement, privant Isabelle d'un soutien constant dans un monde où les pertes s'accumulent. Une autre figure centrale est Silvano Santorio, guitariste et arrangeur qui l'accompagne pendant plus de 30 ans. Leur complicité, professionnelle et personnelle, est évidente sur scène et en coulisses. Santorio est à ses côtés lors des tournées, des enregistrements, et jusqu'à son concert d'adieu à l'Olympia. Sa mort en 2020 laisse Isabelle dévastée. Lors de ses funérailles au crématorium du Père-Lachaise, elle est vue submergée par l'émotion, pleurant un homme qui fut son roc. Il partageait tout, dira un proche. Ses pertes, ajoutées à l'absence d'amour durable, accentuent sa solitude. L'accident de 1963 a des conséquences irréversibles sur sa vie sentimentale. Les séquelles, notamment son infertilité, éloignent les hommes qu'elle aime. Il y a eu mon premier accident, et les hommes de ma vie ne voulaient pas de ça, confie-t-elle aux Parisiens. Sans mari ni enfant, Isabelle trouve une famille choisie dans ses musiciens et collaborateurs. C'était eux, ma seule famille, dira-t-elle. Mais avec le temps, les disparitions de figures comme Ferrat et Santorio creusent un vide. La célébrité, qu'elle a poursuivie pour prouver sa valeur, l'a éloignée de ceux qu'elle aimait. Pourtant, la célébrité est une prison dorée, où les applaudissements masquent la solitude. Une carrière intemporelle, une solitude croissante. Isabelle continue de chanter, enregistrant plus de 40 albums, mêlant créations originales et reprises de poètes comme Aragon. En 1986, elle tourne en Union soviétique, au Canada et en Tunisie, incarnant la chanson française avec élégance. En 1992, François Mitterrand lui remet la Légion d'honneur, saluant son rôle dans la culture française. Son dernier album, en 2016, est une œuvre introspective qui prouve la pérennité de sa voix. Militante pour la paix et la justice, elle défend la chanson française face à la montée de la musique commerciale, s'impliquant dans des causes humanitaires. Mais derrière les honneurs, la solitude s'installe. Les accidents, l'absence de famille et la perte de proches laissent des traces. Je n'ai jamais eu d'enfant. C'est une peine silencieuse, dira-t-elle, sans jamais verser dans l'amertume. Sa dignité face à l'adversité force l'admiration, mais son entourage s'amenuise. Les accidents, l'exil d'enfance et la perte de figures aimées comme Ferrat et Santorio creusent un vide. À l'approche de ses 90 ans, Isabelle vit discrètement, loin des projecteurs. Son histoire, douce amère, pose une question. Le rôle perdu dans les parapluies de Cherbourg aurait-il changé son destin? Sans ces accidents, aurait-elle connu une vie moins solitaire? Sa voix, toujours vibrante, cache une femme dont les rêves ont été brisés, mais dont la résilience reste une leçon d'humanité.